Bonjour à tous. Merci d'être d'être venus aussi nombreux. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde. Je pensais qu'il y aurait 3-4 personnes. Donc c'est un petit peu impressionnant. D'autant plus qu'on va parler d'un sujet qui est un petit peu différent de tout ce que vous avez vu jusqu'à présent. En tout cas, je pense. On va parler histoire, on va parler mathématiques, un peu tout ça ensemble. Et puis on va parler, à la fin, on ouvrira, s'il reste 2 minutes, sur les conséquences de cette histoire sur le monde d'aujourd'hui. C'est large. Instant autopromo, ça va durer 30 secondes. Donc je suis Jean-Christophe Sirot, je suis staff engineer chez Aircall. On fait de la téléphonie dans le cloud pour les entreprises. Je vous ai mis 3 fun facts sur moi. Le premier, c'est que j'aime bien les jeux vidéo. Et ce week-end, ça va être du Horizon pour me reposer. J'aime beaucoup le japonais, je pourrais vous en parler pendant des heures. Et j'aime aussi beaucoup la cryptographie, ça a été à peu près la moitié de ma carrière professionnelle. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, mais pas de RSA, pas de AES, pas d'attaque récente. Non, 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 moi je vais vous faire de la cryptographie comme il y a 70 ans et peut-être même un peu plus. Petit préambule. J'ai dit au lendemain de la Grande Guerre. Moi, l'histoire que je vais vous raconter, elle commence en 1919. La Première Guerre mondiale est terminée, pas tout à fait. En tout cas, le traité de Versailles est en train d'être négocié, en cours de signature. Alors, c'est vrai, le traité de Versailles, c'est le traité qui a redessiné les frontières de l'Europe au lendemain de la Première Guerre mondiale. Pas toutes les frontières de l'Europe, entre la Pologne et la Russie, ça ne se passe pas très bien. Et si malheureusement ce que je vous raconte résonne avec des faits actuels, c'est pas ma faute. La Pologne et la Russie se font la guerre. C'est une guerre qui va durer de 1919 à 1921. En gros, les positions ne vont pas trop bouger. Mais si la Pologne a résisté, c'est parce que parmi les officiers polonais, il y avait des gens qui étaient spécialisés dans les écoutes radio. Des gens qui avaient été, en fait, qui étaient dans l'armée allemande pendant la Première Guerre mondiale, qui étaient polonais et qui savaient écouter les émissions radio des forces, alors je dis russes, en fait ce sont les soviétiques, hein, parce qu'on est en 1919, c'est la Russie soviétique qui attaque la Pologne, qui veut récupérer des terres, qui voudrait en fait annexer la Pologne pour pouvoir se rapprocher de la Hongrie, qui est communiste à l'époque. Ça aussi, ça a changé, tiens donc. Aujourd'hui, cette guerre, il y a une bataille, c'est la bataille de Varsovie. Et la bataille de Varsovie est remportée par les forces polonaises parce que les Polonais ont cassé les chiffres, les codes russes. Et les Russes s'y attendaient pas. Tiens donc. Et donc, les Polonais comprennent que ces histoires de codes secrets, c'est quelque chose qui va être très important dans les années à venir. Il faut savoir que la Pologne, elle est coincée entre l'Empire soviétique, en tout cas la Russie soviétique, et l'Ukraine en l'occurrence, et de l'autre côté, l'Allemagne, qui a jamais été, qui était l'envahisseur, en tout cas la puissance qui maintenait la Pologne sous sa coupe avant la Première Guerre mondiale. Acte 1, le douanier et le fonctionnaire. Alors, l'histoire que je vous raconte, elle commence à Varsovie en 1929, à la gare centrale, un matin du mois de février, un samedi matin, je n'ai pas la date exacte, mais il fait froid, et un homme arrive, donc je vous dis, à la gare centrale de Varsovie, plus précisément au poste de douane de la gare centrale de Varsovie, puisque c'est là qu'arrivent en fait tous les colis qui viennent de l'international par le train postal. Cet homme se présente, il est fonctionnaire de l'ambassade d'Allemagne, et il demande à ce qu'un colis qui doit être livré à l'ambassade ne passe pas la frontière et soit immédiatement renvoyé à son expéditeur en Allemagne. Ce colis, en fait, a été envoyé par erreur, il aurait dû passer par la valise diplomatique, et c'est pas normal qu'il se trouve là, c'est du matériel radio, il faut qu'il reparte en Allemagne. Le fonctionnaire, il trouve quand même la chose un peu bizarre, l'homme, il est véhément, il demande beaucoup de choses, c'est assez étrange. Il fait donc ce que tout bon fonctionnaire fait, il demande à son chef. Qui demande à son chef, et puis le samedi après-midi arrivent 2 officiers du service de renseignement, et en l'occurrence 2 officiers du service des écoutes radio polonais, qui viennent un peu inspecter ce paquet.
Ils ouvrent et qu'est-ce qu'ils trouvent? Eh ben, une machine Enigma. Alors, c'est pas tout à fait vrai, ils ne trouvent pas celle-là, ils trouvent une machine plus ancienne, une machine commerciale. Et en fait, je vais vous montrer, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il y a dans une machine Enigma. En fait, ça ressemble à une machine d'écrire, il y a un clavier. Vous avez des lampes, c'est-à-dire que quand vous appuyez sur les touches, il y a des lampes qui s'allument. Quand vous appuyez sur une lettre, il y a une autre lettre qui va s'allumer. Et puis vous tapez des messages, et puis vous avez un message chiffré qui apparaît. Vous avez une batterie, c'est une machine électromécanique. Donc il y a de l'électricité, et puis il y a des choses qui bougent. Il y a des rotors qui bougent. Donc ce sont des tambours en fait, qui vont tourner. Au fur et à mesure que vous allez appuyer, c'est comme un compteur kilométrique à l'ancienne. Vous appuyez, vous avez le rotor le plus à droite qui tourne d'un cran. Vous appuyez, il va tourner encore d'un cran, etc. Et une fois qu'il aura fait 26 tours, parce qu'il y a 26 dans l'alphabet, eh ben, il va encore tourner, et le rotor qui est juste à côté, il va faire un cran, etc., etc. Et vous avez alors aussi un réflecteur, mais je vais vous expliquer un petit peu juste après en fait, comment ça se passe. Quand on appuie sur une touche, il se passe quoi? Et vous avez un tableau des connexions. Alors la machine que les officiers ont découvert n'avait pas le tableau de connexion, parce que le tableau de connexion, c'est quelque chose qui a été rajouté un petit peu après. Le tableau de connexion, c'est quoi? Eh ben, on le voit juste après, en fait, sur la photo en haut à droite. Le tableau de connexion, en fait, c'est une série de 2 fiches pour chaque lettre, et vous aviez 6 câbles que vous deviez brancher en fait entre 2 lettres. C'est pour mélanger. C'est pour mélanger. Juste en dessous, on voit un rotor, à quoi ça ressemble. Un rotor, eh ben, vous voyez, on a 26 connecteurs électriques à gauche, 26 connecteurs électriques à droite. Et à l'intérieur, on a des fils électriques qui branchent de façon aléatoire en fait, les connecteurs les uns aux autres. Donc vous avez par exemple, à droite le A qui va être branché à gauche sur le Q, et puis le B qui va être branché sur le U, etc. Et comme à chaque fois vous faites un tour, quand on appuie une fois sur le A, ça va peut-être donner T, puis la deuxième fois on appuie sur le A, ça va donner Z, puis on va appuyer une troisième fois sur le A et ça va donner C, etc. Électriquement, ça ressemble à ça. Alors là, c'est une petite machine Enigma avec 4 lettres. Alors c'est allemand, donc ça commence par Querz. Qu'est-ce qui se passe quand j'appuie sur le Q? Quand j'appuie sur le Q, vous voyez, je ferme le circuit électrique. Donc le courant passe au niveau de la lettre Q, descend en fait sur la lettre Q qui est sur le tableau des connexions. Là, il n'y a rien qui est branché, donc le courant il va continuer. Il va rentrer dans le premier rotor, donc c'est mélangé une première fois. Dans le deuxième rotor, c'est mélangé. Dans le troisième, etc. Dans le troisième, c'est mélangé. On arrive au réflecteur. Alors le réflecteur, lui, il n'a que d'un côté. Il ne bouge pas. Et en fait, il y a pareil, 26 connecteurs. En fait, 13 connecteurs qui sont branchés sur 13 autres. Et le courant revient dans l'autre sens. Donc on repasse une deuxième fois dans le troisième, dans le deuxième, dans le premier rotor. On revient, alors là on voit qu'en fait on revient sur le tableau des connexions au niveau de la lettre E, sauf que là en fait on a branché un câble, donc c'est pas la lettre E qui va s'allumer en fait, c'est la lettre W. Et donc dans cette configuration, j'appuie sur Q et ça me donne W. On va remarquer 2 choses là-dessus. La première, c'est que par construction, quand j'appuie sur une lettre, c'est une autre lettre qui va s'allumer. Je ne peux pas appuyer sur le Q et allumer la lettre Q. On voit bien qu'il y a un interrupteur et on est soit en position fermée avec la lampe, soit on est en position ouverte. Ça, c'est la première chose qu'il faut remarquer. La deuxième chose qu'on va remarquer aussi, c'est que en fait, cette machine, les rotors, alors là je ne l'ai pas dessiné, mais les rotors en fait alors ils tournent, mais on peut aussi les mettre dans un ordre différent. C'est-à-dire que le premier rotor qui est là tout à droite, on aurait pu le placer tout à gauche ou au milieu. Il y a combien de clés possibles pour la machine Enigma? Eh ben c'est simple à calculer. Non, c'est pas simple à calculer, je ne vous ai pas donné le détail. Mais bon, on a 3 rotors, c'est-à-dire qu'en gros, il y a 6 possibilités de les placer. Sur chaque rotor, il y a 26 positions de départ, il y a 26 lettres. Donc en fait, il y a 105 456 possibilités de régler les rotors. Et les câbles sur le tableau des connexions, devant, il y en a un peu plus de 100 millions. Alors, le calcul est un petit peu plus compliqué. Je multiplie tout ça et je trouve un nombre de clés alors qui est compliqué à lire, mais c'est de l'ordre de 100 millions de milliards, 100 000 milliards, si je ne dis pas de bêtises. Et si vous dites je vais vérifier une combinaison par seconde, ça vous prendra 300 millions d'années. Autant dire que faire une recherche exhaustive, c'est pas possible. En tout cas, à l'époque, c'est pas possible. Donc, la conclusion de ce premier acte, c'est que les Polonais se disent « oulala, en Allemagne, on a commencé à utiliser des machines à chiffrer. » Et Enigma, ce n'est pas la première, ce n'est pas la dernière machine à chiffrer.
Mais il y a quelque chose qui se passe dans les équipes qui s'occupent de la cryptographie chez les Polonais, et ils décident de faire quelque chose que personne n'avait fait jusqu'à présent. C'est au lieu d'aller demander à des gens qui aiment les jeux de logique, au lieu de demander à des gens qui étaient forts en lettres, qui aimaient les mots croisés, qui étaient les gens qui travaillaient sur les codes secrets jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, on va les demander à des mathématiciens. Et en Pologne, dans l'ouest de la Pologne, là où on parle allemand, l'université en fait, va ouvrir une chaire de cryptographie et va commencer à former des mathématiciens aux mathématiques qui sont liées à la cryptographie. L'acte 2, c'est l'espion et le mathématicien. Il se passe un certain nombre d'années, on est Pariser Platz à Berlin en 1931, c'est octobre 1931. Pariser Platz, donc c'est la place où se trouve la porte de Brandebourg à Berlin, et c'est aussi l'endroit où se trouve l'ambassade de France. Ce jour d'octobre 1931 arrive un homme qui s'appelle Hans Thilo Schmidt, qui se présente à l'ambassade et qui demande à parler à l'attaché militaire. Qu'est-ce qu'il veut en fait, Hans Thilo Schmidt? En fait, il veut vendre des informations confidentielles aux Français. Gustave Bertrand, lui, est le responsable des services de renseignement, qui est l'agent traitant de Hans Thilo Schmidt. Au début, il se demande si c'est pas une opération d'enfumage. C'est assez étrange parce que ils font des recherches sur le bonhomme. Hans Thilo Schmidt, c'est un ancien militaire, c'est un vétéran de la Première Guerre mondiale. C'est quelqu'un qui vient d'une famille noble. Et à la fin de la Première Guerre mondiale, la République de Weimar ne pouvait garder que 100 000 hommes dans l'armée. Et Hans Thilo Schmidt a été démobilisé, alors que lui, il se voyait bien rester officier dans l'armée. Hans Thilo Schmidt, c'est quelqu'un qui a aussi besoin d'argent. Il aime bien vivre, il aime aller au restaurant, il a des maîtresses à entretenir, et une famille aussi. Ça coûte de l'argent. Il faut imaginer qu'on est en 1931, c'est-à-dire qu'on est juste après la crise, enfin juste après, on est même pendant la crise de 1929. Il a essayé de monter une usine de fabrication de savon parce qu'il est chimiste de formation, ça n'a pas marché. Et Hans Thilo Schmidt, il a un frère, Rudolf Schmidt, qui lui, par contre, est resté dans l'armée, était officier, il est resté dans l'armée, il fait une belle carrière, et il lui a même trouvé un poste au bureau du chiffre allemand. Autant dire qu'Hans Thilo Schmidt, il a accès à un certain nombre de documents. Donc qu'est-ce qui se passe? On organise une réunion à Verviers, en Belgique, entre Hans Thilo Schmidt et un personnage assez trouble qui s'appelle Rodolphe Lemoine, qui est un Allemand d'origine. Alors en fait, Rodolphe Lemoine, c'est son nom francisé, il s'appelait Rudolf Stallman. Son alias, il se fait appeler Rex. C'est une espèce de barbouze, alors on n'utilisait pas le terme à l'époque, mais c'est une espèce de barbouze qui travaille un peu à gauche, à droite, pour les services de renseignement, etc. Et que lui apporte Hans Thilo Schmidt? Il lui apporte des documents intéressants. Les tables des clés de la machine Enigma utilisées par l'armée allemande, ainsi que la documentation technique. Alors ils en font quoi, ça, les Français? Pas grand-chose. Parce qu'ils n'ont pas d'équipe. Ils ne font pas de cryptographie, les Français. Ou ils font de la cryptographie à l'ancienne. Donc ça, ils ne savent pas trop quoi en faire. Ils vont aller voir les Anglais. Les Anglais, ils font « Ouf, ça ne nous intéresse pas ». Donc les Français vont aller voir les Polonais, parce qu'il y avait déjà des relations. Et les Polonais, ils vont dire « oui, je prends ». Et ils vont commencer à travailler. Ils travaillaient déjà dessus, mais en fait, les Polonais, il y avait toute une équipe de nombreux cryptographes, mais il y avait au moins ces trois-là. Et je pense que ces trois noms que l'histoire a un peu oublié, mais je pense que c'est important. C'est Henryk Zygalski. Alors là, je suis désolé parce que le prononcer le Jerzy Rosicki et Marian Rejewski, qui sont en fait donc trois mathématiciens allemands, et c'est de leur travail dont je vais parler là immédiatement. Et eux, ils ont des idées. Alors, comment ça marche? Je suis l'armée allemande, je suis un soldat allemand, je suis un opérateur de la machine Enigma. Comment je fais pour envoyer un message chiffré? Eh bien, d'abord, je regarde sur le document qui ressemble à celui qu'a fourni Hans Thilo Schmidt aux Français et puis ensuite aux Polonais. On regarde d'abord aujourd'hui quel jour on est, et puis on a une configuration en fait à faire. Donc, ce qu'on fait, c'est que on va prendre les rotors et on va les mettre dans le bon ordre dans la machine, les rotors du jour. Donc le rotor 1, il est en position 1, le rotor 2, il est en position 3, le rotor 3 est en position 2, ça c'est écrit noir sur blanc.
Ensuite, on va les régler. On dit le rotor 1, il est sur la lettre T. Le rotor 2, on le règle sur la lettre U. Le rotor 3, on le règle sur la lettre K. Je règle, je tourne. Ensuite, je regarde, il faut brancher le A sur le T, le B sur le Q, le U sur le W. Je fais mes branchements avec mes câbles. Et puis là, je dois choisir une clé de message, parce qu'on ne chiffre pas tout avec la même clé. Je dois choisir une clé de message, c'est-à-dire que je dois choisir 3 lettres au hasard. Et je dois taper ces 3 lettres une première fois, puis une deuxième fois. Et puis ensuite, je vais changer la configuration des rotors pour que ça matche. Alors, je ne vais pas les remplacer, je vais les laisser telles quelles, je vais juste les tourner pour que ça corresponde à la clé que j'ai choisie. Et puis là, je vais taper mon message, le message que je vais envoyer, le payload, comme on dirait aujourd'hui. Alors, voilà un exemple. Premier rotor configuré sur A, deuxième rotor sur Q, troisième rotor sur L. Là, je vous ai mis 10 fiches parce qu'en fait, le nombre a varié au cours du temps. Donc là, il y a 10 branchements sur le tableau des connexions. Ma clé de message, c'est HBR. J'ai pris 3 lettres au hasard. Et puis, je veux chiffrer Ich bin ein Kartoffelsalat. Je suis une salade de pommes de terre, hein, pour ceux qui ne parleraient pas allemand. Donc, je tape HBR, HBR. Ich bin ein Kartoffelsalat. Alors, entre-temps, vous voyez, je vais mis un petit espace parce qu'entre-temps, on change la configuration de la machine. Et voilà le message chiffré. Alors, c'est un vrai message chiffré avec Enigma. Vous pouvez le rentrer dans n'importe quel simulateur d'Enigma. Sur les premières versions d'Enigma, ça devrait marcher. On va parler un petit peu de maths. Je vais demander aux gilets rouges de fermer les portes pour que les gens ne s'enfuient pas. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas faire mal. Je vais parler de permutation. C'est quoi une permutation? Vous voyez, j'ai 4 éléments. Appliquer une permutation, en fait, ça va transformer un élément en un autre dans mon ensemble. Par exemple, ma permutation ici, elle transforme un microscope en un ballon de basket, ou elle transforme un piano en un piano. Voilà, une permutation, c'est un objet mathématique qui n'est pas très compliqué. Alors là, j'ai pris une permutation de nombres, de l'ensemble de permutations en fait, qu'on va appliquer sur l'ensemble des chiffres en fait, de 0 à 9. Et on va regarder ce qui se passe. Je vois, par exemple, le 0, il se transforme en 8. Et puis, qu'est-ce qui se passe si j'applique plusieurs fois ma permutation? Le 8, il se transforme en 5. Puis le 5, il se transforme en 6. Et puis, etc., etc. Le 6 se transforme en 4, en 2, en 1, et on revient sur 0. Ah, et puis si on recommence, ça va boucler. Tiens, on a trouvé ce qu'on appelle un cycle. Voilà, 0, 8, 5, 6, 4, 2, 1. C'est un cycle de cette permutation. Ah, mais il y a des chiffres qu'on n'a pas touchés. Ben oui, il reste 7 qui devient 9, puis 9 qui devient 7, donc on a un deuxième cycle, le cycle 7-9, et puis 3 qui ne change pas, donc là on a un cycle de taille 1, c'est ce qu'on appelle un point fixe dans notre permutation. Et on va représenter en fait la permutation. Alors ça c'est purement de la notation. Notre permutation, alors ça s'appelle la représentation canonique de Cauchy. Vous pourrez briller en société. Je ne sais pas avec qui vous, mais voilà. Et alors c'est juste, voilà, la notation elle est pratique, parce que je vais l'utiliser beaucoup après. Et cette permutation elle a quand même une caractéristique, c'est elle a 3 cycles. Un cycle de longueur, alors que je ne dise pas de bêtises, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un cycle de longueur 7, un cycle de longueur 2 et un cycle de longueur 3. Un cycle de longueur 2 et un cycle de longueur 1. Et il y a un petit théorème, et c'est là que je pense qu'il était important de fermer les portes, qui disait que toute permutation est composée de cycles à support disjoint qui forment une partition de l'ensemble. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que toutes les permutations, on peut les écrire comme ça, sous forme de composés de cycles différents, et qu'un élément de l'ensemble n'apparaît que dans un seul cycle. Alors, on va parler un petit peu du modèle mathématique d'Enigma. Alors, c'est pareil, ça va être assez simple. En fait, quand on configure Enigma dans une certaine position, de fiche, de rotor, etc., en fait, on définit une permutation. Le A va devenir T, le B va devenir Z, le C va devenir quelque chose. Là, on définit une permutation. Sauf que comme les rotors ils tournent, quand j'appuie sur une lettre, j'ai une autre permutation. Une fois que j'ai appuyé, j'ai une deuxième permutation. Une fois que j'ai tapé ma troisième lettre, j'ai une troisième permutation, etc. Donc, si mon message en clair, c'est M0, M1, M2, donc 3 lettres. Le message chiffré, c'est C0, C1, C2. Il y a 3 lettres aussi. Et C0, en fait, c'est M0 qui est modifié par la permutation sigma 0. Alors,
les permutations, les mathématiciens aiment bien utiliser les appeler avec des lettres grecques, en l'occurrence sigma. Donc j'ai gardé la même notation. Et je dis, voilà, sigma i, c'est la permutation qui est caractérisée par la configuration des rotors et du tableau des connexions, une fois qu'on a tapé i lettres. Et là, Rejewski, alors il n'était pas tout seul, mais Rejewski, il a une idée. Il dit, mais au début du message, on tape 2 fois la même chose, 2 fois les mêmes lettres, donc on sait que la première et la quatrième lettre sont les mêmes. Est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser ça pour trouver des informations et puis il serait plus simple à déchiffrer, il ne nous ferait pas les 300 millions d'années dont je parlais au début. Alors, déjà, il fait une première remarque, il fait « Attendez, en fait, quand je chiffre un message avec Enigma, ma permutation sigma i dont je parlais tout avant, c'est d'abord, je passe par le tableau des connexions, donc il y a une première permutation qui est faite juste par le tableau des connexions, que j'ai appelé P. Ensuite, on passe par les rotors et le réflecteur. Alors, elle change au fur et à mesure, donc je l'ai appelée RI, et puis on repasse une deuxième fois par le tableau des connexions, donc j'ai P-1. Alors, bon, c'est bien, c'est une jolie remarque, mais à quoi ça va nous servir? Eh bien, ce que je disais juste avant, j'étais un petit peu trop rapide. Voilà, si j'ai ce qu'on appelle l'indicateur, c'est-à-dire les 6 premières lettres qu'on tape, c'est-à-dire 2 fois la clé de message, je les ai appelées alpha, bêta, gamma, les lettres, histoire qu'on ne les confonde pas avec les lettres du chiffré. Je tape alpha, bêta, gamma, donc je passe par le tableau des connexions, par les rotors et le réflecteur, puis une nouvelle fois par le tableau des connexions, et ça va me donner 6 lettres qui sont le chiffré. Et Rejewski, l'idée de génie, elle est là. Il va mettre en fait 2 machines Enigma en série. Et la première sur la configuration 0, c'est-à-dire quand on n'a tapé aucune lettre, et la troisième sur la configuration, en fait, quand on a tapé 3 lettres. Quelque chose qu'on peut voir sur la machine Enigma, c'est qu'elle a un côté extrêmement pratique. Quand je la configure, je tape une lettre, je vais A, je vais obtenir Q. Si je me mets dans la même configuration que je tape Q, je vais avoir A. C'est-à-dire que pour chiffrer et déchiffrer, il suffit que les 2 machines soient dans le même état. Donc, comme je vous disais, alors je vais faire quelque chose qu'il ne faut pas faire quand on fait des présentations, c'est revenir en arrière. Mais je suis en position 0, je tape alpha, j'obtiens Y. Et bien si je tape Y, j'obtiens alpha. Alors la lettre alpha, je ne la connais pas. Mais si je mets mes 2 machines Enigma en série, je tape Y, j'obtiens alpha, puis je fais rentrer alpha une deuxième fois dans ma machine Enigma configurée 3 étapes plus loin, ben, je vais obtenir en fait le chiffré en fait une deuxième fois de ma lettre alpha. Et là, je sais ce que c'est. C'est A. C'est la 4e lettre de mon indicateur. Alors, il y a un peu de mathématiques en dessous. On a en fait une permutation que j'ai appelée grand sigma 0, qui est donc en fait la composée de ma première machine Enigma et de ma deuxième machine Enigma. On a P-1P. Alors, quelques petits souvenirs de maths. Ça s'annule, parce que je rentre une première fois dans le tableau des connexions, et puis je rentre une deuxième fois, en fait, le tableau des connexions, il s'annule 2 fois. Enfin, il s'annule. Je fais 2 fois la même chose, je vais l'annuler. Donc j'ai une fonction qui s'appelle grand sigma 0, et je sais que celle-là, il va transformer Y en A. Bon. Jusque-là, je suis persuadé que vous ne voyez pas où est le coup de génie. Mais les Allemands, ils écoutent plein de messages. Plein de messages. Donc, ils se rendent compte que, en fait, tous les jours, il y a, au début, pas beaucoup, et puis au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, des dizaines, voire des centaines de messages. Et donc, en écoutant suffisamment de messages, ils arrivent à remplir le tableau qui correspond en fait à cette permutation grand sigma 0. Vous voyez, on voit que le Y devient A, donc on va le noter. Puis dans un autre message, on va se rendre compte que le X va devenir un N. Et puis on écoute, et puis on en trouve plein. On trouve plein de lettres, et si on a suffisamment de messages, on va remplir en fait notre permutation. Et puis vous voyez, je l'ai écrit en dessous, en fait, sous forme de cycles. Alors là, on a 2 cycles. On a 3 cycles, je veux dire. Un cycle de, alors que je dis pas de bêtises, on a un cycle de 2, et donc on doit avoir 2 cycles de 26 moins 2, ça fait 24, donc 2 cycles de 12. Ok, mais et alors, maintenant, on fait quoi?
Et ben on va faire la même chose. J'ai fait pour la première et la quatrième lettre. Je vais faire pareil pour la deuxième et la cinquième, et la troisième et la sixième. J'ai donc 3 permutations, sigma 0, sigma 1, sigma 2. Et si j'ai suffisamment de messages, je peux trouver leur décomposition en cycle. Et là, attention, je vais faire mon Gérard Majax. Alors pour les gens qui sont plus jeunes que moi, Gérard Majax, c'est un magicien des années 90. 84. Là, il y a un théorème qui est super important. Et là, je vais vous demander, je ne vais pas le démontrer, je vais vous demander de me croire. Et ça, j'ai tiré la définition de Wikipédia, voilà, pour être sûr de ne pas dire de bêtises, qui dit que les permutations conjuguées ont la même structure de décomposition en produit de cycle à support disjoint, c'est-à-dire le même nombre de cycles et la même longueur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends une première permutation sigma et une deuxième permutation rho, 2 permutations aléatoires, alors, voilà, j'applique ρ puis sigma puis ρ moins 1, c'est-à-dire je fais en fait ce que fait la machine Enigma. Et bien, ces 2 permutations, donc ρ, sigma, ρ moins 1 et sigma, ont la même décomposition, la même structure de décomposition en cycle. C'est-à-dire qu'elles ont, là, sur ce petit exemple avec 6 lettres, elles ont 3 cycles, un cycle de 2, un cycle de 3, un cycle de 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peu importe ce qu'on a branché sur le tableau des permutations, le tableau des connexions, pardon, la structure des cycles qui est liée au rotor reste toujours la même. Et ça veut dire que il suffirait en fait de tester tous les rotors, et on en a vu, il y en a 100 000. Alors, c'est beaucoup, mais ce n'est pas 100 000 milliards. Et si on les teste tous, alors on pourrait deviner comment sont configurés les rotors, peu importe comment sont branchés le tableau des connexions, on peut deviner comment sont branchés les rotors. Et bien, c'est ce qu'ils vont faire. Ça va leur prendre du temps, 1 an et demi, et ils vont lister en fait toutes les structures possibles de cycles de toutes les configurations des rotors de la machine Enigma, dans toutes les positions, dans n'importe quel ordre. Alors, c'est bien, mais on n'a pas encore résolu le problème, parce qu'on a les rotors, c'est bien, mais il y a encore, vous savez, il y avait 100 millions de configurations possibles pour les câbles. Donc, est-ce qu'on est vraiment avancé? Ouais, on est avancé. Parce qu'en fait, alors je vous ai mis en haut, ça c'est la permutation qu'on a en écoutant les messages des Allemands, donc avec le tableau des connexions, avec les tableaux des connexions branchées. Et en dessous, ça c'est la permutation juste avec les rotors sans aucun branchement. Or, on sait que, dans l'exemple que j'avais donné, il y avait 10 fils qui étaient branchés, c'est-à-dire qu'il y a 6 lettres qui ne doivent pas changer. Il y a 6 lettres qui, avec les branchements ou sans les branchements, sont toujours les mêmes. Il suffit de chercher. Et vous savez, en fait, on va pouvoir faire tourner nos cycles. Ce sont des cycles, donc ils tournent. Donc il suffit en fait de dire, je vais les déplacer, puis je vais essayer de trouver un cas dans lequel j'ai 6 lettres qui sont identiques. Alors là, j'en ai qu'une. Alors sur le premier cycle. Ah là, c'est bien. Là, j'en ai 5. Puis en fait, j'en ai 6. C'est un candidat possible. Et puis, on va regarder, est-ce que si je considère en fait ce branchement que j'ai écrit en bas, donc qui sont tous les branchements sur les connexions que j'ai déduits du message précédent, est-ce que c'est compatible avec, donc on a vu, là j'ai fait un test avec sigma 0, est-ce que c'est compatible avec les autres sigma 1, sigma 2? Parce que sigma 0, sigma 1, sigma 2, le branchement sur le tableau des connexions, il ne change jamais. Et en fait, ça fonctionne. Rejewski et son équipe, en fait, à la fin des années 30, ils déchiffrent environ 70 à 80% des messages Enigma, comme ça. Il leur faut du temps, il leur a fallu du temps pour réussir à fabriquer ce catalogue de tous les cycles, mais ça a fonctionné. Et on dit, formidable, finalement, les secrets des Allemands n'étaient pas si bien gardés. Sauf que arrive l'acte 3, et ça c'est celui dont vous avez probablement déjà entendu parler, Alan Turing. L'équipe de Bletchley Park. 1938, on va reparler un petit peu d'histoire. C'est les accords de Munich. Je ne sais pas si vous vous souvenez de vos cours d'histoire, mais Hitler décide d'envahir une région de Tchécoslovaquie qui s'appelle les Sudètes, qui est une région qui est germanophone, et le reste de l'Europe s'écrase un peu, on va dire les choses comme elles sont, en espérant préserver la paix. On sait comment ça a tourné. Sauf que les Polonais, eux, étaient au courant
de ce qui allait se passer. Et à partir de 1938, jusqu'à fin 1939, jusqu'à vraiment le début de la guerre, il s'est passé beaucoup de choses avec les protocoles de la machine Enigma. Il y a eu plus de rotors qui ont été introduits. On avait 3 rotors, on est passé à 5 rotors. Résultat, on avait 6 combinaisons possibles pour les organiser, on est passé à 60. Ce qui veut dire que les 100 000 cycles, enfin les 100 000 permutations dont l'équipe de Rejewski avait listé, en fait, on passait à 1 million. Et il avait fallu 1 an pour en faire 100 000. Ça voulait dire que, alors, il aurait fallu mettre des moyens, mais il fallait encore du temps pour calculer les suivants. Ensuite, on est passé de 6 fils sur le tableau des connexions à 10. Et puis on est surtout passé de 6 lettres, c'est-à-dire la répétition des 3 lettres du message, on est passé à une seule répétition. En fait, si on les mettait 2 fois au début, c'était juste parce que tout ça était transmis en morse et qu'il y avait des problèmes de connexion et que donc on faisait une espèce de code correcteur d'erreur, c'est-à-dire qu'on envoyait 2 fois le message en disant ben, ils capteront bien ce qu'il faut. Les choses s'améliorant, etc. Là, les Polonais commencent à prendre peur. Et donc, ils vont demander aux Français d'organiser, durant l'année, au début de l'année 1939, une réunion avec les Anglais, avec Alastair Denniston, qui était le responsable du renseignement, chargé des chiffres, et Dixie Knox. Dixie Knox, c'était le spécialiste de la cryptographie chez les Anglais. Très honnêtement, ce n'était pas un mathématicien, c'était un helléniste, et qui, paraît-il, avait fait rentrer dans des colères noires, ce qui n'a pas forcément beaucoup aidé les Anglais au début dans leur relation avec les Français et les Polonais. Il y a une première réunion qui a lieu à Paris pendant le printemps 1939. Les Polonais disent pas grand-chose. Les Anglais disent pas grand-chose. En fait, personne ne dit grand-chose. On se regarde un peu en chien de faïence. On se jauge. Mais bon, il s'agissait de prendre contact et de se rencontrer. Et puis, les choses avançant, on arrive au mois d'août 1939. La guerre, l'invasion de la Pologne, c'est le 1er septembre 1939, si je me souviens bien. Les Polonais, ils le savaient que ça allait chauffer pour eux. Et donc là, ils décident de tout avouer. En fait, ils disent aux Français, aux Anglais, non, en fait, Enigma, on l'a déchiffré, on sait faire. Et ils fournissent de la documentation. Et ils fournissent même une machine Enigma fonctionnelle qu'ils ont reconstituée. Et là, Knox, il se rend compte qu'il se passe des choses. Simplement, la Pologne est attaquée. Et les mathématiciens polonais sont obligés de fuir. Ils vont arriver à Paris. Ça va être... on pourrait en faire un film. Je ne vais pas le raconter parce que ça serait trop long. Mais ils finissent à Paris. Ils finissent à travailler en fait avec les services de renseignement français. Donc de 1939 jusqu'à l'invasion, la bataille de France, 1940, etc. En Angleterre, Dixie Knox il comprend tout de suite qu'il se passe quelque chose avec cette machine à chiffrer. Et donc il active dès 1939... Dès le début de la guerre, en fait, les gens qu'il avait préparés avec le fameux Alan Turing. Alan Turing a été recruté, il était réserviste, mais dès 1939, il commence à travailler sur les informations qu'ont fournies les Polonais. Et toutes les équipes en fait, qui travaillaient sur ces histoires de code, le fameux le GC&CS, cette police n'est pas dingue. C'est moi qui l'ai choisi en plus. C'est le Government Code and Cipher School. Donc en fait, c'était le service anglais qui s'occupait de tenter de déchiffrer les codes. Parce qu'on parle de Enigma, mais en fait, des codes, il y en avait beaucoup. Il y avait beaucoup de méthodes différentes. Alors, à quoi ressemble cette attaque d'Alan Turing ? Elle est un petit peu différente. Tiens, j'ai une transition qui est allée un peu trop vite. Elle est un peu différente parce que contrairement à l'attaque de Rejewski, on n'a plus l'indicateur au début, on n'a plus cette répétition, donc en fait, on ne peut plus faire la même chose. Alan Turing, il dit OK. En fait, on va faire ce qu'on appelle aujourd'hui une attaque à texte en clair connu, ou alors en anglais, c'est non-plain text attack. C'est comme ça que vous le trouverez dans la littérature. C'est-à-dire, j'ai un message chiffré. Je sais que dans ce message chiffré, j'ai un morceau de texte qui est connu. Alors là, Wetter Vorhersage Biscaya, c'est-à-dire prévision météorologique pour le golfe de Gascogne. Je ne l'ai pas inventé, c'est un exemple que j'ai pris sur un site qui explique comment fonctionne cette attaque. Et on va essayer de trouver un endroit où on peut le mettre. Alors quand je dis trouver un endroit où on peut le mettre, c'est que j'avais dit au début, une lettre qu'on tape sur Enigma ne peut pas être chiffrée dans la même lettre.
Donc si mon message est assez long, alors je vais recommencer, voilà, on se rend compte que là, c'est pas possible, parce que y a le W qui est en commun, il y a le G qui est en commun, etc. Par contre, on va revenir en arrière, voilà. Donc le S match, donc ça peut pas être là. Voilà, là ça marche pas, là ça marche pas, là ça marche pas. Et ben, voilà, là ça marche. Là, on a une possibilité. OK. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, la machine Enigma va transformer R en W, puis ensuite, à l'étape suivante, elle va transformer W en E, etc., etc. On va construire ce qu'on appelle un menu. C'est-à-dire que, je dis, on va transformer R en W, donc on sait qu'à la position 1, le rotor, il transforme R, enfin le rotor et la machine, en fait, le rotor, les réflecteurs, le tableau des connexions, transforme R en W. Et puis, à la position 5, on transforme E en T. Et puis, en fait, ce qui va nous intéresser ici, c'est ce cycle. En fait, ici, on a E qui est transformé en A en position 23, A qui est transformé en I en position 21, I qui est transformé en T en position 3, et T qui est transformé en E en position 5. Et ce qu'on va faire, ce que va faire Turing, il dit, on va faire une hypothèse. On va dire, mais en fait, sur le tableau des connexions, en fait, E est branché sur K. Donc si E est branché sur K, ça veut dire que si j'enlève toutes les connexions du tableau des connexions, toutes les fiches, K va être transformé dans une lettre alpha qui est reliée à A sur le tableau des connexions. Et puis cette lettre alpha en position 21 est transformée en bêta, et bêta est transformée en gamma. Et comme il y a un cycle, ça veut dire qu'en position 5, gamma, c'est forcément la lettre K. Et si ce n'est pas la lettre K, ça veut dire que E ne peut pas être branché sur K. Il y a une incohérence. Alors, ce que se dit Turing, c'est OK. Alors, il va falloir tester toutes les positions de rotor, parce que là, on a fait une supposition sur le rotor. J'ai dit, on a supposé que E, on sait que E est transformé en A en position 23, donc on va positionner les rotors, et puis ensuite, on fait des suppositions aussi sur le tableau des connexions. Ça fait beaucoup de suppositions. 100, 1000, milliards, et encore, ça c'était la première version d'Enigma. On ne peut pas tout tester. On ne peut pas tout tester à la main. Et Alan Turing, dans les années 1935-1936, il avait écrit un article qui parlait de nombres programmables. En fait, il avait écrit ses premiers articles qui parlent de ce qu'on appelle aujourd'hui les machines de Turing. Et Alan Turing, il se dit, on va construire des machines, en fait. On va construire une machine, pareil, électromécanique, qui va, en fait, vérifier pour nous toutes les combinaisons possibles. Et puis, si on trouve une incohérence comme ça, on passe à la combinaison suivante. Donc, K égale gamma, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, voilà une bombe de Turing, alors, de 4 lettres. Il faut imaginer qu'une bombe de Turing, il y a 26 lettres. Il y a 26 câbles, en fait. Et dans chacun des câbles, il y a 26 fils qui correspondent, en fait, à toutes les lettres. À l'intérieur d'un câble, en fait, à l'intérieur d'un câble, vous avez pour chacune des lettres, en fait, la lettre à laquelle elle pourrait être connectée sur le tableau des connexions. Et puis, ce que vous allez faire dans votre bombe de Turing, c'est que vous dites, oui, je sais que E est transformé en A, ou A est transformé en E, c'est pareil, une fois que mes rotors sont en position 23. Donc je vais brancher, en fait, mais je vais éviter de toucher au micro, on va brancher, en fait, chacun des fils de notre machine, de notre bombe de Turing. Tous les fils, en fait, vont être reliés au rotor, entre la lettre E et la lettre A, en position 23. Puis en position 21, on va brancher tous les fils entre A et I. Et puis en position 3, tous les fils entre I et T, etc. Et puis en position 5, E et T. Et on a dit, on a un cycle ici. Et c'est intéressant parce qu'au début, on va mettre du courant. Donc j'avais dit, on suppose que E est branché à K sur le tableau des connexions. Donc on a du courant qui passe dans le premier fil. J'espère qu'on ne voit peut-être pas très bien. Mais voilà, donc on voit qu'il y a du courant qui passe, c'est en rouge. Et on sait qu'en position 23, donc on avait dit, en fait, cette lettre K, elle va aller sur la lettre alpha, peu importe ce qu'elle est. Donc on voit que la lettre alpha, le fil qui est nommé alpha, alors ça j'imagine qu'on ne le voit vraiment pas bien, il est en rouge là sur le câble A, et lui il va aller dans les rotors en fait en position 21, etc., etc. Et qu'est-ce qui se passe en fait si ça se passe bien? C'est-à-dire qu'on voit que quand on arrive sur la lettre T, on passe dans les rotors en position 5,
J'ai dit, si K égale gamma, alors tout se passe bien. Et si K égale gamma, quand on regarde les fils sur le câble E, on n'en a qu'un seul qui a du courant. Ça veut dire que on a une hypothèse qui est possible. Par contre, si K n'est pas égal à gamma, c'est un autre fil qui va être allumé sur notre câble E. Et là, s'il y a deux fils qui sont allumés, ou plus, ça veut dire qu'on peut exclure cette hypothèse. Donc la machine de Turing, c'est ça. En fait, c'est une machine où on va brancher, on va reproduire de façon électrique le schéma que je vous ai montré au début avec le menu, avec tous les cycles possibles. Et puis, on va faire tourner la machine plusieurs fois sur toutes les combinaisons possibles de rotors. Et puis, toutes les combinaisons, on va essayer toutes les lettres aussi, toutes les combinaisons sur le tableau des connexions. Et puis, on va le faire en fait plein de fois. Une bombe de Turing, ça ressemble à ça. Comme vous voyez, il y a plein de rotors. Donc, on peut tester plein de combinaisons en même temps. Et si on a suffisamment de machines, alors il y en a eu beaucoup qui ont été fabriquées, et on les faisait tourner en parallèle. Et en fait, on se rend compte qu'on peut en fait, en quelques heures, déchiffrer un message. Alors, il y a eu des améliorations. Là, je vous ai montré une machine de Turing et je suis sûr que tout le monde n'a pas bien compris. Même moi, pas clair. Vous reverrez après sur YouTube, vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Il y a eu des améliorations qui ont été faites plus tard, en fait. Il y a d'autres mathématiciens qui ont travaillé, Welshman par exemple, donc c'est pour ça que on parle de bombe de Turing-Welshman. Welshman, il s'est rendu compte, il fait attendez, si A est branché sur K, sur le tableau des connexions, alors K est aussi branché sur A. Donc il a rajouté d'autres fils et en fait ça permettait d'aller encore plus vite. Alors en conclusion, qu'est-ce que je peux dire? Alors, en conclusion, je ne vous parlerai pas d'histoire. Il paraît que la machine Enigma déchiffrée par les Anglais, par les Polonais aussi, même si l'histoire les a un peu oubliés, ça a permis de faire gagner 1 à 2 ans de guerre, ça a permis aux Alliés de gagner plus tôt. Je vais laisser aux historiens ce genre de conclusion. Moi, je vais plutôt vous parler de conclusion par rapport à la cryptographie. La première, c'est que la cryptographie, c'est devenu des mathématiques à partir de la machine Enigma, à partir de la Deuxième Guerre mondiale. Avant, je vous disais, c'était des lettrés, alors il y avait des cruciverbistes, il y avait des gens qui aimaient les jeux d'esprit. C'était surtout ça, les spécialistes de cryptographie. À partir d'Enigma, on demande aux mathématiciens de travailler sur les maths, et puis aujourd'hui, on demande aux informaticiens de travailler sur la cryptographie, Et donc, là, il y a eu un pivot. La deuxième chose, c'est que la cryptographie, c'est compliqué. La machine Enigma, c'est très loin d'être une machine exceptionnelle. Vous avez vu, c'est blindé de failles. C'est pas complètement étonnant. La machine Enigma, ça a été inventé par quelqu'un qui n'était pas cryptographe, par quelqu'un qui n'était pas mathématicien. C'était une astuce. On a bien vu, voilà, en l'espace de quelques années, elle a été démontée plusieurs fois. La deuxième chose aussi qu'on peut dire, c'est que même si l'algorithme était bon, il y a le protocole aussi, le fait qu'on tape 2 fois la lettre. Un bon protocole cryptographique, c'est aussi compliqué à mettre au point qu'un bon algorithme. Et on peut avoir de très bons algorithmes, et puis des protocoles tout pourris, et puis on va se retrouver avec des attaques. Alors, je peux vous en citer au moins 2. Le premier, c'est le web. Alors, je ne sais pas, encore une fois, pour les plus jeunes d'entre vous, le web, c'était la première façon de protéger le Wi-Fi. Il y avait des vraies failles cryptographiques. Ça utilisait des vrais algorithmes, des algorithmes qui étaient sûrs, mais le protocole faisait que si on écoutait suffisamment de Wi-Fi, on pouvait reconstituer la clé, donc ça ne marchait pas. Une autre attaque qui est moins connue et que je trouve plus rigolote, c'est l'attaque sur le chiffrement du disque dur de la PlayStation 3. Et c'est pareil, ça a utilisé un algorithme de chiffrement sûr, je crois que c'était AES, ou en tout cas c'est un algorithme de chiffrement équivalent, c'est-à-dire quelque chose qui est un standard, qui est reconnu par l'industrie, etc. Mais le protocole faisait que, en fait, si vous copiez un fichier à un endroit et que vous saviez ce qu'il y avait dedans, vous pouviez déchiffrer tout le disque. Donc voilà. Donc si vous faites de la cryptographie, ne le faites pas vous-même. Demandez aux gens qui savent utiliser des standards du marché. Faites-vous auditer. Voilà. Je pense que voilà. Si vous deviez retenir qu'une seule chose de tout ça, c'est ça. Je vous ai mis les ressources que j'ai utilisées. Il y a 4 livres qui sont vraiment bien. Alors, je n'avais pas la place de mettre l'histoire les couvertures des 4. C'est Enigma de Dermot Turing, ça c'est le neveu d'Alan Turing, qui, en plus d'être un auteur qui est particulièrement intéressant, est un francophone. Donc,
c'est super à lire. Et le livre est en français. Notre espion chez Hitler de Paul Payol. Donc Paul Payol, c'était un Français qui travaillait pour le service de renseignement. Là, ça raconte l'histoire de Hans-Leo Schmidt. Histoire des codes secrets de Simon Singh. Donc ça parle de la cryptographie, déjà des origines à nos jours. Sizing the Enigma de David Kahn, ça parle d'Enigma. Trois articles, dont le premier article de Marian Rejewski lui-même, qui explique tout ce que je vous ai raconté au début, mais probablement bien mieux que moi. Et malheureusement, je viens de dépasser de 8 secondes, nous n'aurons pas le temps d'avoir des questions, mais je reste disponible, donc si vous en avez, je vous remercie.